porter un témoignage effectivement à deux sur la transformation d'une direction de l'ingénierie de la SNCF, qui aujourd'hui compte à peu près 4000 personnes, qui était en 2003 une organisation très hiérarchisée, assez figée, en aujourd'hui une organisation qui, je crois, est reconnue comme apprenante, capable de s'adapter aux besoins de ses clients et à la transformation de son environnement. On va le faire à deux, parce qu'effectivement, avec Frédéric, on s'est succédé, il va succéder en 2008 à la tête de la direction, et j'ai repris le flambeau en 2012-2013 à l'occasion d'une fusion entre cette direction et d'autres services. Alors, cette transformation se joue en trois actes. Le premier acte, 2003-2008, donc on a une direction qui est figée, extrêmement hiérarchisée. Plusieurs tentatives de faire évoluer le management avaient échoué, mais c'est aussi une direction qui était éclatée sur plusieurs sites, et la première décision a été de regrouper tous ces services dans un même site à Saint-Denis, autour de Paris. L'idée était alors aussi qu'un déménagement pouvait apporter de l'énergie pour réformer des choses. Encore fallait-il que cette énergie, ça nous aide à sortir de l'ornière, ne conduise pas à retomber dans la même ornière. Il a donc accompagné le changement, et là, une rencontre a probablement beaucoup changé les choses, une rencontre avec Pierre Voiran, qui m'a proposé de travailler sur trois sujets. Le premier, c'était un travail de fond du comité de direction au sein duquel de fortes tensions existaient. La deuxième, déjà plus décoiffante, c'était de mettre en place un groupe de managers et de non-managers de tous les niveaux, un groupe qui devait avoir comme vocation de faire des propositions de transformation, mais aussi d'apporter son avis sur les décisions que se proposait de prendre le comité de direction, avec une obligation d'impertinence. Et la troisième, c'était d'être un laboratoire pour expérimenter lui-même des transformations. Puis une troisième proposition, qui était encore plus décoiffante, était de réunir dans cette ambiance qui était quand même un peu trouble, un séminaire de 150 managers de tout niveau pour définir ce que devait être la nouvelle culture, ce que devaient être les nouvelles valeurs de cette direction. En fait, ce qui m'était proposé, alors j'avais un peu l'impression d'être le seul à tenir l'unité de cette direction, c'était de lâcher prise et en même temps de faire confiance à l'intelligence collective. Et on l'a fait. Et ce séminaire a été effectivement un acte fondateur. Ces 150 managers ont nommé les choses. On dit ce qu'était la culture existante, une culture hiérarchisée, de la langue de bois, c'est les mots qu'ils utilisaient. On dit ce qu'ils voulaient comme culture dans l'entreprise. Une culture faite de service aux clients, d'attention aux clients, de recherche d'efficacité, d'engagement des collaborateurs, d'initiative. Ils ont dit ce qu'ils voulaient comme valeur de management. Ils voulaient du soutien managérial, ils voulaient de la confiance, ils voulaient de l'innovation. Et ces affirmations, faites par 150 personnes, avaient évidemment une très très forte légitimité. Les bases ont ainsi été posées, nommées, et elles ont été diffusées dans le cadre d'une démarche formalisée qui a duré de longues années. Un acte suivant a été de faire un plan stratégique axé autour des trois axes, client, efficacité, engagement des collaborateurs. Ça a été en fait un document qui est resté un document de direction, peu utilisé par les services. Par contre, trois grands indicateurs ont été mis en place qui ont été fondamentaux. La mesure de l'efficacité économique, évidemment. La mesure de la satisfaction des clients, qui n'existait pas jusque-là. Et une troisième, c'était la mesure de l'engagement des collaborateurs au travers de baromètres managériaux successifs et partagés. Et ça a été effectivement un acte fondateur. Alors on a fait un certain nombre d'autres choses dans ces périodes-là. On a mis en place des formations, des groupes d'initiative, des cercles métiers, des séminaires en mode intelligence collective. Vu au résultat, vu du dirigeant que j'étais, ça a quand même été une période un peu frustrante, un peu décevante, parce que les transformations qui se passaient à ce moment-là n'étaient pas très visibles. D'autant que dans ce type d'évolution, il n'y a pas de tableau de bord, il n'y a pas de plan d'action formalisé, on est plus dans la recherche de l'initiative locale, et c'est frustrant. Par contre, a posteriori, l'enseignement que je tire de cette période, c'est que c'était une période nécessaire. On verra par la suite qu'elle a largement servi. C'était la période de l'incubation, la période de l'émergence d'agents de transformation au sein d'une grande entité. C'était le temps où on jetait les bases. Les résultats nécessitaient un peu plus de temps, et c'est tout à l'honneur de Frédéric qui a pris la suite
d'avoir fait effectivement, de pouvoir poursuivre cette transformation et de d'avoir transformé l'essai. Bon, vous avez compris que Bernard avait bien labouré le terrain. Donc moi je suis arrivé à essayer d'amener quelques petites graines sur ce terrain bien préparé. Je voudrais juste dire que je suis arrivé à un moment où on allait co-construire le nouveau projet stratégique pour 4 ans de la direction de l'ingénierie 2008-2012 et que maintenant avec le recul, je me dis, c'est vrai qu'on avait envie de parler d'organisation vivante et apprenante, on essayait de la faire, c'est le thème de notre intervention, mais au fond tout ça c'est fait pour quoi? Et dans une entreprise, au bout du bout, c'est quand même pour des résultats. Et je voudrais bien relier ces démarches qui sont très participatives en intelligence collective avec ce côté un peu magique. Si je me projette en 2012, donc à la fin du projet stratégique, où on voit tous les indicateurs de satisfaction client, de chiffre d'affaires, d'engagement collaborateur et de marge. Je le cite en dernier parce que pour moi c'est la résultante du reste des 3 autres, ayant progressé. Alors flashback 2008, effectivement c'est un projet qui a été co-construit, bon, c'est sans doute pas nouveau dans les entreprises, ça se fait partout ailleurs, avec 4 axes comme les 4 pieds de la table. Donc, par rapport à Berlin on avait rajouté un, donc il y avait le client qui était quand même celui qui tirait la transformation, parce qu'on passait d'un mode monopole à un mode mise en concurrence, et ça stressait beaucoup les équipes. Bien sûr la production, la performance technique, l'engagement des collaborateurs, et puis la performance économique. Et finalement, je suis passé maintenant en filiale, et ces 4 piliers, on les retrouve à peu près partout. Ce qui compte, c'est qu'ils soient portés au même niveau les uns que les autres, il n'y en a pas un qui prime, et c'est assez magique, parce que finalement on dit l'entreprise, le chiffre d'affaires et le résultat, oui mais production, oui mais collaborateurs. Alors, peut-être 2 points sur lesquels j'insisterai dans la construction de ce projet, c'est qu'on n'est pas allé directement au plan d'action. On est passé par un stade de 9 mois de travail avec 120 personnes sur c'est quoi les transformations qu'on veut mener. Donc on a nommé explicitement les mutations qu'on voulait faire et ensuite on a lâché prise en disant les plans d'action c'est le terrain qui va les trouver. Et là-dessus on a eu peut-être une différence avec la Poste, c'est qu'on n'est pas parti par des pilotes, ça a été général dans l'ensemble de l'ingénierie. Donc les transformations c'est quoi? Je vous donne juste un exemple. Quand on dit passer de la pénurie de reconnaissance à de l'abondance de reconnaissance, c'est un changement, c'est une mutation. C'est un état dans lequel on était, on voulait passer à un autre état. Ça ne dit pas le comment. Je peux vous assurer que des solutions qui ont été trouvées et au niveau du terrain. Deuxième point important, c'est que ce projet il était stable pendant 4 ans. Il n'a pas changé. C'est vrai qu'il n'y avait pas de mutation externe qui nous poussait à le faire. Donc c'était le cap stable, continu. On n'a pas changé un mot sur les transformations pendant 4 ans. Il n'y avait pas de tremblement de terre extérieur, effectivement, qui nous poussait à le faire. Et ça a été un point d'appui assez fort. Alors la contrepartie de ça, c'est le lâcher prise. Bernard a employé le mot. Alors pour être franc, moi, en tant que manager, j'ai été obligé de me faire mal. Parce que je suis dans la rubrique travail humain, donc bien suivre précisément ce qui se passe, avoir pression sur les choses. Là, j'ai dû faire une transformation, c'est d'accepter l'incertitude, puisque les gens allaient retenir comme action localement et attacher plus d'importance au comment ils allaient emporter les équipes dans la construction des solutions. Et ce, dans la durée. C'est assez frustrant, mais à l'arrivée, quelle récolte? Donc, un projet stable, co-construit et sur des transformations, et accepter le risque que ce projet étant bien co-construit et partagé, que quelque part, faisons confiance aux acteurs qui sauront se mettre en situation de convergence. Dernier point, c'est le lâcher prise, ça nécessite quand même de garder quelques repères simples et partagés. C'est pas parce qu'il y a une espèce de membrionien qui se fait dans un cadre clair défini que pour autant il ne faut pas avoir quelques repères. Et pour moi, les repères étaient plutôt dans les modes de faire, notamment 2 principes qui s'appliquaient de manière assez systématique. C'est de veiller au cadrage de la demande. C'est tellement facile de dire à quelqu'un, tiens, tu fais ça. Et combien de fois je me suis fait reprendre en passant une commande à un collaborateur en disant, oui, mais tu n'as pas cadré la demande. C'est quoi les objectifs? C'est quoi les résultats attendus? Quelles sont les parties prenantes? Comment on va s'y prendre? C'est extrêmement important pour baisser le stress dans une entreprise. Deuxième pratique, qui est presque un rituel, c'est le feedback. Donc oser se dire les choses en fin de réunion en disant ça tu l'as bien fait, ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé. Se le dire quel que soit le niveau hiérarchique. Donc des pratiques ancrées dans le quotidien. Et enfin, je pense qu'il y a eu un moment où on s'est posé la question, mais pourquoi? Finalement, il faut être honnête, il n'y a qu'une partie d'initiés ou un groupe, on va dire pilote, qui faisait avancer ces nouvelles façons de faire. Et pourquoi c'est pas généralisé?
Et je remercie Sol, qui nous accueille aujourd'hui, d'avoir accepté de nous regarder faire, nous, le comité de direction, sur une demi-journée, parler de notre aventure, savoir où on en était, se dire mais pourquoi on n'entraîne pas les 4000 complètement et qu'est-ce qui nous manque. Et ça a été un vrai déclencheur pour passer à une co-construction d'une politique managériale. Bon, je ne vais pas donner le détail, mais ce que je veux dire, c'est que la pratique de la co-construction s'applique aussi aux principes managériaux qu'on veut développer dans une entreprise. Et ce n'est pas l'apanage des DRH, j'espère que je ne les choque pas. Mais en tout cas, on a aussi appris ça, j'ai appris ça. C'est que travailler sur les pratiques managériales et les valeurs comportementales, pas des valeurs marketing, de façon très concrète, au quotidien, ça change quoi dans ma pratique quotidienne, avec les 4000, ces valeurs d'ouverture, de soutien, comment je l'applique dans mon quotidien, ça a été un élément qui a donné un booster d'un seul coup, et où les 4000 se sont sentis concernés. À mon retour en 2012, j'ai effectivement pu voir la transformation qui avait été faite à l'intérieur et tester la capacité d'intelligence collective et d'adaptation de la direction que Frédéric avait menée. En fait, on a été face à un défi énorme, fusionner cette direction d'ingénierie avec notre client qui était RFF. C'était une relation, une fusion entre deux entités qui avait des relations mauvaise, une relation client-fournisseur imposée, ça s'appelait une relation maître-esclave entre les personnes. Et c'est ces entités qu'il a fallu fusionner. En fait, ça a commencé évidemment par des tensions extrêmement difficiles. Un an après, je crois pouvoir dire effectivement qu'on est sur le chemin de la réussite et qu'on va y arriver. Comment on a procédé? Tout simplement en utilisant tout ce que l'organisation avait déjà appris. Le groupe de managers et de non-managers qu'on avait créé en 2003 existait toujours. On l'a élargi avec quelques managers de RFF, de l'entité avec qui on fusionnait, et je leur ai demandé, faites-moi des propositions pour accompagner le changement. En fait, ils ont travaillé sur ça, mais ils ont d'abord travaillé sur autre chose. Ils ont fait bien plus. Ils se sont demandé honnêtement entre eux ce qui était commun et ce qui était différent entre les deux organisations. Ils ont voulu nommer l'héritage. Ils ont compris que ce qui était des sources de conflit, ce n'était pas tant les personnes que les structures et les postes que chacun utilisait. Ils ont voulu aider le collectif et aider les autres à faire le même chemin. Et ils ont proposé des journées très largement dans ce sens. Très vite aussi, nous avons utilisé les réseaux apprenants qui s'étaient créés dans l'entreprise. Nous en avons créé de nouveaux, y compris des facilitateurs qui étaient volontaires pour animer des réunions d'intelligence collective. On a demandé au groupe de travail qu'on avait mis en place de travailler non pas seulement sur le fond, mais aussi sur la manière de travailler, sur comment ils s'écoutaient entre eux, comment ils se comprenaient, quelle était la méthode qu'ils utilisaient, et nous les avons accompagnés pour les aider à réussir. Puis on a passé énormément de temps pour expliquer, réexpliquer la vision, dans des réunions d'ailleurs que ce groupe, toujours le même, nous avait organisé, en expliquant mais aussi en gardant du temps pour l'appropriation, en exprimant les craintes et en même temps les espoirs, en exprimant les propositions d'action que les collaborateurs très largement souhaitaient faire, et aussi leurs propositions qu'ils nous donnaient. Je viens de terminer un tour de France ces dernières semaines qui a réuni à peu près 1 millier de personnes, un petit millier de personnes au résultat. Je peux vous dire aujourd'hui que le climat de suspicion, de défiance qui existait à un an est complètement dépassé et qu'aujourd'hui on est face à de l'envie, face à de la dynamique, même si chacun se pose encore beaucoup de questions sur son avenir propre. En conclusion, j'aimerais vous partager avec vous 2 enseignements que j'ai tirés de cette période. Le premier, c'est une transformation pour un dirigeant. Ça prend du temps, ça nécessite de la persévérance, ça nécessite de l'engagement personnel, ça nécessite aussi qu'il y ait une très grande cohérence entre les valeurs qu'il porte lui-même et celles qu'il souhaite partager avec son organisation. Ça nécessite aussi du conseil et du professionnalisme, et je crois que si on n'avait pas eu autour de nous un certain nombre de personnes, je vais me permettre de les citer, Pierre Poirant, Sylvie Caruso-Can, Pascal Lorrain, nous n'aurions pas réussi. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que la confiance dans l'intelligence collective, c'est une vraie spirale
de progrès. C'est un moteur de la transformation qui va de plus en plus vite au fur et à mesure que la confiance s'installe. Et cette culture, que l'on appelle cette culture humaine et exigeante, que l'on veut mettre en place, comme le disait Frédéric tout à l'heure, ce n'est pas un luxe, c'est tout simplement une exigence pour réussir, pour qu'une entreprise réussisse à mon sens. Vous êtes géniaux, merci beaucoup, je suis désolée pour le temps.